ils ont vidé les 130 000 € que j'avais économisés depuis mes 18 ans et les ont utilisés pour rembourser la dette étudiante de mon frère, financer sa lune de miel et lui acheter une voiture de luxe. Quand je les ai appelés, mon père a dit « Merci pour ta naïveté. Tu fais partie de la famille maintenant, paye ta part. » Je suis resté à fixer le téléphone comme s'il m'avait aboyé dessus. « Pardon ?» j'ai demandé, non pas parce que je n'avais pas entendu, mais parce que je voulais qu'il le répète. Plus lentement, avec le poids que cela méritait, mais il a juste ri et ajouté « Allez, il a toujours été le responsable. Qu'est-ce qu'un petit coup de pouce pour ton frère? Tu ne vas pas être égoïste, si ?» Et c'est là que j'ai éclaté de rire, un rire fort, sec, amer, de ceux qui résonnent comme s'ils ricochaient sur du verre brisé, parce que l'argent qu'ils avaient pris, chaque centime de ces 130 000 €, n'était pas ce qu'ils pensaient. Mais on y viendra. Laissez-moi revenir un peu en arrière. La dernière fois que j'ai vu mes parents en personne, c'était lors d'un dîner familial fin mars. J'avais apporté du vin, un gâteau que j'avais fait la veille et une tentative maladroite d'optimisme. Ça faisait des mois que je n'avais pas vu mon frère, mais lui était là, fraîchement bronzé après sa lune de miel. Il portait une Rolex qu'il n'avait clairement pas la dernière fois qu'il avait posté une photo devant un miroir. Je me souviens exactement de ce que mon père a dit ce soir-là. Nous étions à la moitié du dîner quand il a levé son verre et déclaré, à l'avenir des Yvan, que ses prêts étudiants ne le poursuivent plus et que sa nouvelle voiture le traite mieux que sa dernière erreur. Puis il s'est tourné vers moi. Et merci à toi, Alvaro, d'être le genre de fils qui ne nous donne pas de soucis, d'être toujours le bon. Ma mère a ri doucement. Mon frère a affiché un sourire arrogant. Je n'avais pas encore compris. Ce n'est que le lendemain matin, en vérifiant mon compte bancaire, que j'ai réalisé que mes économies de toute une vie avaient disparu. Tout. Chaque centime que j'avais mis de côté depuis mes 18 ans, chaque chèque d'anniversaire que je n'avais jamais dépensé, chaque paiement de freelance que j'avais caché dans mon fonds, un jour. 130 000 €, comme une baignoire dans laquelle quelqu'un d'autre s'est baigné. Au début, j'ai cru à une arnaque, un piratage. J'ai appelé la banque, à moitié paniqué, à moitié honteux. Ce n'était pas autorisé. Apparemment, ils avaient ajouté mon nom à un compte fiduciaire familial des mois plus tôt, une structure conjointe pour les urgences. J'avais signé quelque chose à Noël. Je me souviens des papiers, mais ils avaient dit que c'était un formulaire fiscal pour un plan d'investissement familial. Ils l'avaient présenté comme une formalité, et je l'avais signé comme un idiot, comme un membre de la famille. Mais ça a empiré. Les fonds avaient déjà été répartis. 58 000 € pour rembourser le master des Yvan, 12 000 € pour réserver la lune de miel aux Canaries, 38 500 € pour une site Léon flambant neuve. Le reste, des dépenses familiales diverses. Je les ai appelés, tremblants, furieux, mais polis, parce que, pour une raison quelconque, c'est comme ça qu'on m'a élevé. Ma mère n'a pas répondu. Mon frère a répondu avec un emoji cœur et un pouce levé. Et mon père a répondu et a dit « Merci pour ta naïveté. Tu fais partie de la famille maintenant, paye ta part. » Et c'est là que quelque chose en moi s'est brisé. Pas explosé. Fissuré, lentement, profondément, comme quelque chose de lourd glissant sous un lac gelé. Je n'ai pas pu m'arrêter de rire, parce que l'argent qu'ils avaient volé n'était pas ce qu'ils croyaient, et moi non plus. Quand j'avais 19 ans, j'ai donné mon ordinateur portable à mon frère parce que le sien était cassé et qu'il en avait besoin pour l'université. À 21 ans, j'ai payé l'hypothèque de mes parents pendant 3 mois parce que papa disait que le marché était difficile et qu'il me rembourserait tout. À 24 ans, j'ai signé comme garant pour un prêt des Yvan parce que son crédit n'était qu'une formalité. À 27 ans, je leur avais envoyé tellement d'argent que j'ai dû tout noter dans un tableur pour ne pas perdre la tête. Et pas une seule fois, pas une, ils ne m'ont dit merci. Ça n'a jamais été présenté comme de la générosité, mais comme un devoir. J'étais le fiable, celui qui réglait les problèmes. Le personnage secondaire dans leur film, qui apparaît toujours au 3e acte avec un chèque et un sourire épuisé. Mais ils n'étaient pas des méchants. Non, au début, mon père était charmant. Tout le monde le disait. Il savait raconter des histoires, servir de l'arène. Servir un verre, vous faire sentir au centre de l'univers jusqu'à ce que vous ne soyez pas d'accord avec lui. Ensuite, il vous détruisait avec un sourire toujours sur le visage. Ma mère était douce, silencieuse, toujours coincée au milieu, mais elle ne l'a jamais arrêté, pas une seule fois. Et Ivan, mon frère gâté,
utiliser la culpabilité comme un chirurgien manie un scalpel. J'essaie, mec. Ce n'est pas facile d'être celui qui porte toutes les attentes. Tu ne comprendrais pas. Tu n'as pas toute cette pression sur les épaules. J'ai payé sa préparation pour l'examen d'entrée en droit. Il a abandonné. J'ai payé sa deuxième chance dans une école de commerce. Il a disparu du programme pendant 6 semaines pour partir à Formentera, mais il continuait à apparaître. Je continuais à envoyer de l'argent parce que, naïvement, je croyais qu'un jour il me verrait. Pas comme un portefeuille, pas comme un plan B, mais comme une personne. Cette croyance est morte le jour où j'ai vu la publication sur Instagram. Ivan posant devant sa nouvelle site Léon, une main sur le toit, l'autre bras autour de sa fiancée. La légende disait, travaille dur, profite plus. Un nouveau chapitre commence. Hashtag récompense du travail, hashtag béni, hashtag sans aide. Sans aide. Je me suis assis par terre dans mon appartement, portant le même survêtement depuis 3 jours, fixant l'écran comme s'il parlait une autre langue. Cette voiture, cette escapade, sa bague, mon argent. Mais pour le monde, il était un homme qui s'était fait tout seul. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas réagi, j'ai juste fermé l'application et ouvert mes fichiers, parce que voici ce qui compte. J'avais des captures d'écran des transferts, des messages où il suppliait, des mensonges, j'avais les emails d'urgence, les reçus, les enregistrements PayPal, les confirmations de virements bancaires, et la page avec la signature du compte fiduciaire dans lequel il m'avait piégé, toujours stocké dans mon cloud, parce que je suis paranoïaque avec ces choses. Mais ça a empiré. Ma cousine Sophia m'a écrit, et, c'est vrai ce que ta mère a dit sur le fait que tu as investi dans la start-up des Ivan? C'est incroyable. Elle a dit que tu as cru en lui quand personne d'autre ne l'a fait. J'ai fixé l'écran. Une start-up. Il n'y avait pas de start-up. J'ai demandé des preuves. Sophia m'a envoyé une capture d'écran d'un groupe familial. Ma mère avait écrit « Nous sommes tellement reconnaissants envers Alvaro. Il a cru en l'idée de l'application des Ivan. C'est ce que fait une famille. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de confiance. » C'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste un vol, c'était un vol narratif. Ils n'utilisaient pas seulement mon argent, ils utilisaient mon nom pour faire passer Ivan pour un génie. J'étais l'investisseur silencieux, le personnage de soutien, la béquille invisible. Alors, je lui ai envoyé un message. Il n'y a pas d'application, n'est-ce pas? Elle a répondu, tu réfléchis trop, encore. Pourquoi fais-tu toujours ça? C'était son truc. Chaque fois que je demandais la vérité, elle en faisait un défaut de ma personnalité. Je l'ai ignoré. J'ai commencé à creuser davantage. J'ai contacté la banque, confirmé chaque transaction, et puis, par pure suspicion, j'ai vérifié mon historique de crédit, et là, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ils avaient ouvert une deuxième ligne de crédit à mon nom, liée à mon ancienne adresse familiale. 17 200 € dépensés au cours des 90 derniers jours. Des vols, des bijoux, des forfaits spa, un achat de meubles de 6 500 € pour des meubles de style classique. Tout sous prétexte d'un crédit familial partagé. J'ai appelé mon père, cette fois sans politesse. Il a répondu comme si de rien n'était. Salut, fiston. Je parlais justement à Ivan de la possibilité que tu les aides avec l'acompte pour leur maison. Le marché est compliqué, mais il est temps qu'il commence à construire son patrimoine. Je n'ai même pas haussé la voix. Tu as ouvert une deuxième ligne de crédit à mon nom. Tu as falsifié ma signature. Silence. Puis un rire. Ne sois pas dramatique. On est une famille. Ça s'équilibre. C'est toujours le responsable. C'est de la fraude. Non, fiston, ce n'est pas de la fraude, c'est un héritage. Tu es d'Ivan maintenant, et ensuite il aidera tes enfants. J'ai raccroché, mais il n'avait pas fini. Ce soir-là, ils m'ont ajouté à un nouveau groupe de discussion. Famille élargie, tante, oncle, cousin. Le nom, la famille d'abord. Le premier message venait de ma mère. Soutenez la nouvelle vie d'Ivan et Laura. Alvaro a été si généreux, de vraies valeurs familiales. Nous sommes fiers de lui. Le deuxième message était un lien vers donsfamiliaux.com. Objectif, 50 000 €. But, soutien pour l'acompte de la maison et la croissance de l'entreprise. Donateur mentionné. Mon nom, 2 fois.
Une donation anonyme de 5000 € de la part du grand frère. Je n'avais rien donné. Il m'utilisait comme appât, et les gens y croyaient. Je voulais crier, mais à la place, j'ai cliqué sur télécharger. Chaque message, chaque mensonge, chaque pixel de manipulation, parce que j'en avais fini, et en même temps, je commençais tout juste. Vous avez utilisé mon nom pour financer votre fantasme. Maintenant, je vais utiliser ma voix pour mettre fin à votre histoire. J'ai programmé une diffusion en direct pour 20 heures précises, sans préavis, sans drame, juste un titre froid. À quoi ressemble la trahison quand elle est accompagnée d'un sourire? J'ai les preuves. À 19h55, 60 personnes attendaient. À 23h, plus de 900. La plupart étaient de la famille. Quelques connaissances, quelques inconnus. J'ai reconnu une cousine de Laura dans les commentaires du chat. J'ai commencé par le silence, juste une diapositive avec le titre « Comment ma famille a volé 130 000 € et appelé ça de l'amour ». Puis j'ai allumé la caméra. Salut, je m'appelle Alvaro. Vous avez peut-être vu mon nom sur donsfamiliaux.com, sur des publications Facebook, peut-être sur des photos de mariage. Vous avez probablement pensé que j'étais le généreux, le bon frère, le fils discret. Je l'étais, discret, mais plus maintenant. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Antécédent de mon compte d'épargne vidé. 130 437,52 € retirés sur 7 mois, classés comme remboursement de frais de scolarité, Ivan, voyages familiaux, préparation de lune de miel, assistance véhicule, divers. Je n'ai rien dit, je les ai laissés lire, puis j'ai parlé. Je n'ai autorisé aucun de ces transferts, mais mon nom était sur le compte fiduciaire parce qu'ils m'ont trompé en me faisant signer un faux formulaire fiscal à Noël. Je suis passé à la diapositive suivante. Mon rapport de crédit, nouvelle carte de crédit ouverte depuis mon ancienne adresse familiale. Solde, 17 200 €. Puis la signature falsifiée. J'ai zoomé. Ce n'est pas mon écriture, mais c'est mon nom. C'est mon historique de crédit. C'est ma vie. Le chat explosait. C'est un crime. Ta propre famille, mec. Ce n'est pas du drame, c'est vraiment de la fraude. Attends, j'ai donné à cette campagne. Je suis passé au fichier suivant. Une capture d'écran de la campagne sur donsfamiliaux.com. Mon nom listé comme donateur de 5000 €. Je n'ai jamais rien donné. Cette campagne est totalement fausse. Mon nom a été utilisé pour donner de la crédibilité. Je ne suis pas en colère contre ceux qui ont donné. Je comprends pourquoi vous l'avez fait. Moi aussi, j'ai cru en eux autrefois, mais il est important que la vérité soit connue pour attirer plus d'argent. Certains ont donné parce qu'ils pensaient, si son frère croit en lui, peut-être que je devrais aussi. Mais je n'y croyais pas. Puis est venu l'audio. La voix de mon père, extraite d'un appel datant de 2 semaines. Tu fais partie de cette famille, Alvaro. On ne peut pas se désister ici. Tout le monde paye sa part. Et puis son rire. Merci d'être si naïf. Ça a facilité les choses. La diffusion a gelé une seconde. Les commentaires ont inondé le chat, et puis un nom s'est détaché parmi tous. Laura, l'ex-fiancée d'Ivan, a écrit « Je ne savais pas qu'il avait utilisé ton argent. Je suis tellement désolé. » 3 points. Puis un autre commentaire. Il m'a dit que tu avais garanti la cite Léon par affection. J'aurais dû me douter. Je n'ai pas répondu, je suis juste passé à la dernière diapositive. Un message final. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'autodéfense. Vous avez utilisé mon silence, mes économies, ma signature. Je ne suis pas ici pour pleurer. Je suis ici pour fermer la porte. Et si elle claque, tant pis. Je ne suis pas ici pour humilier. Je suis ici pour reprendre mon nom et montrer combien il est facile d'effacer la voix de quelqu'un lorsqu'il reste silencieux trop longtemps. Et avec ça, j'ai terminé la diffusion. À 20h41, mon téléphone a sonné. Papa, ignoré. 20h42, maman, message vocal. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes humiliés. 20h45, Ivan a envoyé un message. Tu penses vraiment qu'Internet va t'aimer pour toujours? Tu es juste rancunier. J'ai répondu par une seule phrase. Je garde l'original du document fiduciaire et les enregistrements d'appels. Continue d'écrire.
Il n'a pas répondu. Cette nuit-là, mon histoire a commencé à devenir virale sous un hashtag que je n'avais pas créé. Hashtag fraude familiale. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti de honte, je me suis senti vu. Vous n'avez pas perdu votre réputation parce que j'ai dit la vérité. Vous l'avez perdue parce que vous l'avez construite sur mon silence. Le lendemain matin, la diffusion avait dépassé les 220 000 vues. L'après-midi, elle était intégrée dans 3 blogs, repostés sur TikTok, avec des analyses de coachs financiers, de thérapeutes, et d'une avocate qui a dit directement « C'est un exemple parfait d'abus financier au sein d'une famille ». Et il l'a géré comme un chirurgien. Je n'ai pas souri une seule fois, parce que je savais ce qui allait suivre. À 15h27, ma mère a publié sur Facebook une photo d'Yvan et moi enfants, souriant avec des glaces à la main dans le jardin. La légende disait « Aucune mère n'est parfaite, mais aucune ne mérite d'être crucifiée publiquement par son propre fils. Nous avons élevé nos enfants avec amour, même quand nous n'avions rien. Nous avons pardonné, nous nous sommes sacrifiés, mais certains l'oublient. » En dessous, des centaines de commentaires. Courage. Reste forte. Il reviendra. Cette génération annule tout, même le sang. Mais il y avait quelque chose de différent. Parmi les messages de compassion, des voix comme la mienne ont commencé à émerger. Elle n'a pas abordé les preuves et la ligne de crédit falsifiée. Attends, ils lui ont vraiment volé? J'ai vu la vidéo. Ne nous manipulez pas. Avant minuit, la publication de ma mère avait été signalée 6 fois pour désinformation. Le lendemain, j'ai reçu une lettre d'un avocat, une mise en demeure, des accusations de diffamation, de détresse émotionnelle, des menaces de poursuites judiciaires. Je n'ai pas bronché. Au lieu de cela, j'ai transmis la lettre à ma propre avocate, Carmen, et j'ai joint le document fiduciaire signé avec des données falsifiées, un fichier audio de mon père admettant le vol, des captures d'écran des dons sur donsfamiliaux.com faussement attribués à moi, et un relevé bancaire traçant 130 000 € de retrait non autorisé. Carmen a répondu par une seule phrase, « Nous avons engagé des poursuites. » À 18h, j'avais déposé une contre-plainte. Demande formelle de remboursement intégral de 130 000 € plus 5% de pénalité pour utilisation non autorisée d'instruments financiers, fraude de crédit, et dommage à la réputation. Elle a été envoyée à la fois à l'avocat de mes parents et à leur comptable. Je m'en suis assuré. Puis j'ai posté une seule fois, sans hashtag, sans rage, juste la vérité. Vous n'avez pas perdu votre réputation parce que j'ai parlé, vous l'avez perdue parce que j'ai cessé de vous couvrir. Pièces jointes, documents légaux, capture bancaire, enregistrement de donsfamiliaux.com. Ça s'est répandu comme un feu de Pinède. Hashtag équipé Alvaro a commencé à devenir tendance. Puis hashtag fraude familiale. Ensuite, hashtag je ne suis plus ton fils. Des gens du monde entier l'ont partagé. Certains m'ont écrit leurs propres histoires, d'autres ont proposé des conseils juridiques gratuits. Une ONG pour les victimes d'abus financiers a reposté ma diffusion avec ce commentaire. Tous les abuseurs ne sont pas des partenaires, parfois ils portent votre nom de famille. Le jeudi, la chute a commencé. Ivan a supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Les parents de Laura ont annulé toute l'organisation du mariage. La salle a annulé la réservation. La liste de cadeaux a disparu. Le compte Facebook de ma mère a été supprimé après que les gens ont commencé à remplir ses anciennes publications avec des captures de ma vidéo. Mon père a tenté de publier un statut vague, style macho. Les vrais hommes ne se plaignent pas en ligne. Il a eu 3 likes. Tous de personnes qui n'avaient pas encore vu la diffusion. Le vendredi, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert seulement parce que la curiosité l'a emporté sur la dignité. C'était une photo d'une confirmation de virement bancaire. 130 000 € transférés sur mon compte personnel. Motif, résolution familiale. Pas d'excuses, pas de message, juste l'argent. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai transmis l'image à Carmen et lui ai dit, notez-le comme reçu, mais dites-leur que l'intérêt était le silence, et je ne l'accepte plus. Elle a répondu, veux-tu répondre publiquement? J'ai secoué la tête. Non, ils en ont assez dit. Ils ont quand même essayé. Une dernière publication de ma mère depuis un compte privé. Tout est résolu. Il y avait des malentendus. L'amour gagne toujours. Mais les gens n'y croyaient plus. Pas après que la vérité ait eu des visages, des fichiers,
et plus de 200 000 témoins. Je n'ai pas répondu. Je n'ai plus posté. Je me suis juste assis dans mon appartement silencieux, loyer payé pour 1 an, frigo plein, sans appel manqué, sans chat familial, et j'ai laissé le silence s'épanouir. Ça ne semblait pas vide, ça semblait mérité. Je n'ai pas disparu pour les punir. J'ai disparu pour ne plus jamais avoir à les survivre. Ça n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais une fois que j'ai commencé à couper, je n'ai pas arrêté. J'ai tout changé. Compte bancaire fermé. Numéro de téléphone désactivé. L'appartement en centre-ville vendu au comptant. Je ne suis jamais revenu faire mes valises. J'ai juste engagé un service et leur ai dit, brûlez les meubles. Je me suis installé à 1900 km au sud et j'ai loué un appartement sans contrat dans une ville que personne ne pourrait deviner. Un endroit sans éclat, humide, anonyme. J'ai choisi le nom Alvaro Cruz, parce que ça sonnait propre. Ça sonnait comme quelqu'un qui ne devait rien à personne. Et j'en avais assez d'être le gars qu'on appelle quand le toit fuit ou que les factures s'accumulent. J'ai acheté une Renault Kwid d'occasion sans prêt, sans ostentation. J'ai arrêté de porter des montres. J'ai arrêté de fêter mon anniversaire. J'ai commencé à vivre de redémarrages brutaux. Chaque clic, un nouveau mot de passe. Chaque lever de soleil, une nouvelle règle. Pas de famille, pas de sang, juste le silence. Au début, ils ont essayé. Ma mère a utilisé les téléphones d'autres personnes. Des comptes faux. Ces messages étaient toujours les mêmes. S'il te plaît, parle-nous. Ce n'est pas ce que fait une famille. Nous sommes toujours tes parents. Elle ne comprenait pas que des parents ne falsifient pas votre signature, que l'amour véritable ne vient pas avec des relevés bancaires et de la honte, alors j'ai bloqué chaque numéro, chaque plateforme, chaque fantôme qu'ils envoyaient. Même Ivan a essayé une fois, un seul message. Sans salutation, félicitations. Tu es devenu un martyr. Ne t'étouffe pas avec ton ego. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas fait de capture d'écran. Parce qu'il n'existait plus, du moins pas pour moi. 3 mois ont passé. J'ai trouvé un nouvel emploi, en cybersécurité en freelance pour une entreprise basée en Galice, payée en crypto-monnaie, sans RH, sans formulaires fiscaux avec mon vrai nom. J'ai commencé à courir le soir sans musique, juste le bruit du gravier, du vent, et de mon corps qui se rattrapait. Je n'ai dit à personne où j'étais, pas même aux gens avec qui je travaillais. Je suis devenu un murmure dans un nouvel endroit, et c'était magnifique jusqu'à ce que l'enveloppe arrive, une lourde, sans expéditeur, juste un sceau en relief, cabinet Riba et Galvan. Au début, j'ai cru qu'il m'avait retrouvé. Peut-être que maman avait engagé quelqu'un. Peut-être que Yvan voulait me poursuivre pour préjudice émotionnel. J'ai fixé l'enveloppe pendant 20 minutes avant de l'ouvrir avec un couteau de cuisine Lato. À l'intérieur, 2 feuilles, une formelle, une personnelle. Formelle, par la présente, nous vous informons du décès de Monsieur Fernando Geriba. Le testament final du défunt a été traité. Personnel, Monsieur Riva a délibérément décidé de ne laisser aucun bien, propriété ou héritage à Alvaro Riva. Ce n'est pas une erreur administrative. C'était là, en encre noire, un verdict final d'un homme qui a passé sa vie à m'humilier en public pour ensuite prétendre que j'étais trop sensible en privé. Il était parti, et dans son dernier souffle d'héritage, il s'est assuré que les papiers reflètent sa mesquinerie. J'ai lu les mots lentement, puis encore, et encore. Et puis j'ai ri, parce qu'après une vie pleine de promesses vides et de paroles brisées, il en a enfin tenu une. Je ne suis pas allé aux funérailles. Je n'ai même pas demandé s'il y en avait eu. Je n'ai pas vérifié les nécrologies ni créé un faux compte pour espionner. J'ai fait une seule chose. J'ai imprimé le testament. Je suis allé en voiture jusqu'à une plage où personne ne connaissait mon nom. J'ai allumé un petit feu sur le sable et j'ai nourri ce testament, ligne par ligne, aux flammes. Alors que la fumée s'élevait dans le ciel, j'ai murmuré, « Tu ne m'as pas oublié. Tu m'as effacé, et maintenant je te rends l'appareil. » Plus tard cette semaine-là, j'ai activé mon dernier déclencheur numérique. Une réponse automatique qui disait, « Ce numéro n'est plus en service, ce nom n'est plus valide. Si vous cherchez Alvaro, vous l'avez déjà perdu. » Je l'avais programmé dans mon ancien email avant de supprimer le compte pour toujours. Maintenant, je prends mon café seul. J'observe les gens rire de loin et je ne ressens rien d'autre que de la liberté. Personne dans ma nouvelle vie ne sait que j'avais un frère. Personne ne demande après mes parents,
et je ne les corrige jamais. Ils pensent que je suis calme, ils pensent que je suis réservé, mais en réalité, je suis propre. Je ne porte rien que je n'ai construit de mes propres mains. Et chaque matin, en me réveillant dans le calme, je me souviens de ce que ça fait d'être nécessaire uniquement quand quelqu'un d'autre s'effondre. Dernière ligne, ils ont voulu m'enterrer dans l'obligation. J'ai choisi le silence, non comme punition, mais comme survie. Et quand mon père ne m'a rien laissé, pour une fois, il a tenu une promesse.